On imagine la richesse comme quelque chose qui se voit, des tours de verre, des voitures brillantes, des signes impossibles à ignorer. Mais ici, c'est l'inverse. La Norvège est l'un des pays les plus riches de la planète. Chaque citoyen y possède indirectement une part d'une fortune nationale colossale. Et pourtant, presque rien ne le montre. Pas de démonstration, pas d'excès, pas de spectacle. Dans ce pays, l'essence est parmi les plus chères du monde malgré une abondance de pétrole. Les impôts sont élevés même pour ceux qui pourraient s'y soustraire. Et une règle invisible traverse la société entière: ne pas afficher ce que l'on possède. Ici, la richesse ne doit pas attirer l'attention. Le matin, la lumière glisse lentement sur les fjords. Elle révèle des roches anciennes polies par la glace des forêts silencieuses des villes qui semblent presque retenues. Rien ne crie, rien ne réclame d'être admiré. Le vent porte l'odeur de la mer froide. Les routes longent des falaises sans promesse de sécurité totale. La nature impose sa présence sans décor, sans cadre, sans mise en scène. Et pourtant, sous cette retenue, quelque chose d'immense existe. Une richesse bâtie sur le pétrole, mais enfermée dans des fonds invisibles. Une prospérité investie dans des systèmes plutôt que dans des symboles. Un pouvoir économique mondial qui choisit de se rendre discret. Pourquoi un pays si riche ferait-il tout pour que cela ne se voie pas? Pourquoi refuser l'ostentation alors que tout l'y autorise? Pourquoi transformer l'abondance en silence? La réponse ne se trouve pas dans les chiffres ni dans les gratte-ciel. Elle est disséminée dans les paysages, dans l'architecture, dans les choix quotidiens. Dans ce qui est volontairement limité, dans ce qui est caché, car en Norvège, la richesse n'est pas une récompense à exhiber. C'est une force dangereuse qu'il faut apprendre à contenir. Et pour comprendre cette décision radicale, il faut regarder non pas ce que la Norvège montre au monde, mais tout ce qu'elle choisit de garder invisible. Pour comprendre cette richesse qui ne se voit pas, le voyage commence ici. La richesse ailleurs est souvent une promesse. Une promesse de liberté individuelle, de confort visible, de pouvoir personnel. En Norvège, elle fonctionne différemment. Ici, la richesse n'est pas conçue pour libérer l'individu du système, mais pour empêcher le système de dépendre des individus. Cette différence change tout. La stabilité norvégienne ne repose pas sur l'optimisme, ni sur une illusion de bonheur permanent. Elle repose sur une organisation méthodique de la prévisibilité. La santé, l'éducation, la sécurité ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des fondations déjà posées. Quand un problème surgit, il est absorbé avant de devenir une crise personnelle. Ce mécanisme réduit le stress plus efficacement que n'importe quel discours positif. La vie n'est pas parfaite, mais elle est rarement fragile. Cette stabilité est soutenue par un élément clé, la confiance. Les citoyens s'attendent à ce que les institutions fonctionnent. Et la plupart du temps, elles fonctionnent réellement. Mais cette confiance n'est pas née par hasard. La Norvège moderne s'est construite sur une ressource dangereuse, le pétrole. Découvert sous la mer du Nord, il aurait pu transformer le pays en une économie dépendante instable, exposée aux cycles brutaux de la richesse rapide. Au lieu de cela, une décision a été prise très tôt. L'exploitation serait strictement encadrée. Les revenus ne seraient pas consommés immédiatement. Ils seraient mis de côté, investis à long terme, hors de portée des intérêts politiques à court terme. Ainsi est né l'un des plus grands fonds souverains du monde.
une richesse si vaste qu'elle possède aujourd'hui une part significative du marché financier mondial. Et pourtant, cette fortune reste presque abstraite pour les citoyens. Elle ne se traduit pas par des palais, elle n'alimente pas une culture de l'excès. Elle reste volontairement distante. Ce choix a un coût. L'essence devient chère non par manque, mais par design. Les taxes augmentent même lorsque l'État pourrait se permettre l'inverse. Les comportements polluants ne sont pas interdits brutalement. Ils sont rendus progressivement impraticables. La transition vers l'énergie propre n'est pas présentée comme un acte moral spectaculaire. Elle fonctionne comme un exercice d'ingénierie sociale. Les alternatives apparaissent avant que les habitudes ne soient forcées à disparaître. Les bornes de recharge deviennent normales. Les incitations précèdent la contrainte. La résistance s'épuise avant même de se former. À l'extérieur, ce modèle est souvent mal compris. On parle de vertu de leçon, parfois d'arrogance morale, mais à l'intérieur, la logique est plus froide. La richesse est perçue comme une force instable. Mal contrôlée, elle déforme les priorités, creuse les écarts, accélère les fractures sociales. Elle exige donc une discipline constante. C'est pourquoi la Norvège a développé une relation presque méfiante avec l'abondance. Elle ne la nie pas, elle ne la cache pas totalement, mais elle refuse de la célébrer. Même les symboles nationaux suivent cette logique. Un pingouin décoré comme officier royal. Un geste qui ressemble à une plaisanterie, mais qui révèle une préférence profonde pour l'ironie plutôt que pour la grandeur. La richesse ici n'a pas besoin d'être sérieuse pour être réelle, et pour comprendre jusqu'où cette philosophie s'étend, il faut quitter les chiffres et les théories. Il faut entrer dans les lieux où cette retenue devient visible. Car c'est dans les villes, les bâtiments et les paysages que la Norvège commence réellement à révéler ce qu'elle fait de sa richesse, en choisissant précisément de ne pas la montrer. Oslo ne s'annonce pas. Elle ne cherche pas à impressionner. En arrivant dans la capitale norvégienne, on ne traverse pas une forêt de tours ni une vitrine de puissance économique. La ville se dévoile lentement, presque avec hésitation, comme si elle testait l'attention de ceux qui la regardent. Le port est calme. L'eau du fjord entre dans la ville sans barrière, sans transition spectaculaire. Les bâtiments restent bas, espacés, fonctionnels. Rien n'impose sa présence par la hauteur ou le volume. Ici, la richesse ne s'exprime pas par la domination de l'espace. Au bord de l'eau, une forme blanche semble glisser hors du fjord. L'opéra d'Oslo ne se dresse pas, il s'incline. Ces surfaces inclinées permettent aux passants de marcher sur le toit comme sur une place publique. Il n'y a ni grille, ni clôture, ni seuil symbolique. Ce qui ailleurs serait protégé devient ici accessible. Le bâtiment est coûteux, techniquement complexe, architecturalement audacieux, mais il refuse toute mise à distance. Des enfants courent sur la pierre claire, des cyclistes traversent sans ralentir. Des habitants s'assoient face à l'eau d'eau à l'opéra, sans même le regarder. La richesse est là, mais elle ne réclame pas d'être reconnue. À quelques pas, les murs sombres de la forteresse d'Akershus racontent une autre époque. Construite pour défendre un royaume vulnérable, elle parle de survie, de menaces, de continuité. La pierre est épaisse, les lignes sont simples, chaque détail répond à une nécessité. Depuis ses remparts, Oslo apparaît presque silencieuse. Une capitale sans urgence apparente. Un centre de pouvoir qui ne se met pas en scène. Ce dialogue entre l'ancien et le moderne n'est pas décoratif, il révèle une constante. La Norvège n'isole ni son histoire ni son ambition. Elle les place côte à côte sans hiérarchie visuelle. Le passé n'est pas glorifié, le présent n'est pas célébré. Tout est maintenu à une échelle humaine. Les rues sont propres, mais jamais brillantes. Les espaces publics sont efficaces avant d'être beaux. Les déplacements sont fluides, rarement pressés. Même la circulation semble disciplinée par une forme de retenue collective. Les règles ne sont pas ressenties comme des contraintes, mais comme des accords tacites. Oslo fonctionne parce qu'elle ne cherche pas à prouver qu'elle fonctionne. C'est ici que le seuil devient clair. La Norvège n'a pas construit sa richesse pour être admirée. Elle l'a construite pour qu'elle disparaisse dans le quotidien, pour qu'elle se transforme en fiabilité, en continuité, en absence de crise. En quittant Oslo, une chose devient évidente. Si la richesse norvégienne était visible, elle serait déjà en danger. Et pour comprendre comment cette logique s'étend bien au-delà de la capitale, il faut maintenant s'enfoncer dans le pays. Là où le silence dure plus longtemps que les mots. Là où les bâtiments, les paysages et les choix humains révèlent une autre forme de valeur. C'est à partir de là que commence réellement le voyage. La route se rétrécit à mesure que l'on s'éloigne des villes. Les vallées deviennent plus étroites. L'air se charge d'humidité et de résine.
Puis, sans annonce, l'église apparaît. Borgund Stave Church ne s'impose pas au paysage. Elle en émerge. Le bois est sombre, presque noir, saturé de goudron et de siècles de pluie. Les murs semblent absorber la lumière plutôt que la refléter. Rien ici ne cherche à attirer l'œil de loin. Et pourtant, le bâtiment tient depuis la fin du 12e siècle. Construite presque entièrement sans clous métalliques, l'église repose sur une connaissance intime du matériau. Chaque poutre est ajustée pour gonfler et se contracter avec l'humidité. Chaque joint accepte le mouvement au lieu de le combattre. Ce n'est pas une architecture de démonstration, c'est une architecture de survie. Le bois provient de pins à croissance lente, façonnés par des hivers longs et des étés courts. Leur densité leur donne une résistance inhabituelle. Le goudron protège les surfaces, mais assombrit volontairement l'ensemble, comme si la durabilité exigeait une forme de retrait. Le temps n'a pas été repoussé. Il a été négocié. Le long des toits, des têtes de dragons sculptées surgissent pour de l'ombre. Elles ne sont pas décoratives. Elles appartiennent à un monde où les croyances se superposaient sans s'annuler. Le christianisme était arrivé, mais il n'avait pas effacé ce qui existait avant. Les symboles païens ont été intégrés, détournés, réinterprétés. À l'intérieur, la lumière est rare. Elle filtre par de petites ouvertures, créant une atmosphère proche de celle d'une forêt dense. Le silence est épais. Les murs ne cherchent pas à élever l'esprit par la grandeur, mais à le contenir. Le culte ici n'était pas conçu pour impressionner. Il était conçu pour durer. Borgund n'est pas seulement un monument religieux. C'est une archive matérielle de la manière dont une société a appris à vivre avec des contraintes sévères. Climat rude, ressources limitées, temps omniprésent. La richesse ici n'est ni visible ni accumulée. Elle réside dans la transmission d'un savoir précis, dans la capacité à construire quelque chose qui ne nécessite pas d'être remplacé. Aucun nom d'architecte ne domine l'histoire du lieu. Aucune signature, aucune célébration individuelle. La valeur est collective, anonyme et mesurée en siècles. Face à Borgund, une idée devient claire. Ce qui brille disparaît vite. Ce qui reste est souvent ce que personne n'a cherché à rendre spectaculaire. En Norvège, la richesse la plus fiable est celle qui accepte de vieillir en silence. À mesure que l'on s'éloigne des routes principales, le paysage cesse d'offrir des choix. Les vallées se ferment, les pentes deviennent abruptes, le vent et la pluie dictent les règles. Puis apparaît Eller E.N. Deux petites maisons de bois sont posées au pied d'une paroi rocheuse massive. Au-dessus d'elle, un surplomb de pierre agit comme un toit naturel. Ce n'est pas un geste esthétique, c'est une décision de survie. Ici, la roche détourne la pluie, amortit le vent et crée une zone de stabilité dans un environnement qui en offre très peu. Les maisons sont petites, non par pauvreté symbolique, mais par nécessité. Toute structure plus grande aurait attiré le froid, augmenté l'exposition et multiplié les risques. Les familles qui ont vécu ici ne possédaient ni grandes terres ni ressources abondantes. Elles n'ont pas transformé le paysage pour l'adapter à leurs besoins. Elles ont observé ce qu'il offrait déjà. La falaise est devenue un abri. Le manque est devenu une contrainte gérable. Et les rennes n'est pas une histoire d'isolement héroïque. C'est une leçon d'adaptation silencieuse. Dans ce lieu, la richesse ne se mesure pas à ce que l'on construit, mais à ce que l'on évite de construire. Chaque décision est réduite à l'essentiel. Moins d'espace à chauffer, moins de surface exposée, moins de matière à entretenir. Le confort est minimal, mais la continuité est maximale. Ce choix révèle une forme particulière de valeur. Savoir où se placer, reconnaître les limites avant de les dépasser, accepter que le terrain impose ses conditions. Au-delà de Eller UN, le paysage change à nouveau. La protection offerte par la roche disparaît. Les pentes se redressent. L'environnement cesse de coopérer. À partir de ce point, la Norvège ne propose plus d'abri naturel. Elle exige autre chose. Et les rennes marquent un seuil, un rappel que dans ce pays, la survie n'a jamais reposé sur la force brute ou l'abondance visible, mais sur une lecture précise du monde tel qu'il est. La richesse ici ne consiste pas à posséder plus. Elle consiste à savoir exactement jusqu'où ne pas aller. Avant de chercher à dominer le paysage, les Norvégiens ont appris à s'y inscrire. La montée est progressive, les arbres s'espacent, le sol devient plus dur, plus nu. Puis, sans transition, le paysage s'ouvre brutalement. Après Kestolen, la roche s'arrête net. Un plateau parfaitement plat se suspend au-dessus du vide à près de 600 mètres au-dessus de l'eau. Il n'y a ni rambarde, ni barrière, ni signal d'avertissement spectaculaire. Le bord existe, exactement tel qu'il a toujours été. Les visiteurs avancent lentement.
Leurs pas deviennent mesurés. Le corps comprend avant l'esprit. Ici, rien n'encourage l'action. La hauteur impose l'immobilité. Le silence est dense, presque lourd. Ce lieu pourrait facilement être transformé. Un garde-corps, une plateforme, un cadre parfait pour la photographie. Mais la Norvège a choisi de ne rien ajouter. La roche est restée intacte. La responsabilité reste entière. À Trolltunga, la logique est la même, mais poussée plus loin encore. Une langue de pierre s'avance horizontalement dans l'air, suspendue à plus de 700 mètres au-dessus du lac. La surface est étroite. L'extrémité est abrupte. La forme n'est pas le résultat d'un design humain. Elle est le produit lent de la glace, de l'érosion et du temps. Des milliers d'années de pression et de retrait ont sculpté cette avancée sans jamais se soucier de l'usage futur. Pour atteindre cet endroit, il faut marcher longtemps, 8 à 12 heures selon les conditions. Le terrain est répétitif, la météo changeante. L'effort filtre les intentions. Ceux qui arrivent ici savent déjà ce qu'ils risquent. Il n'y a pas d'illusion de sécurité, pas de promesse de contrôle. La richesse de ces lieux ne réside pas dans leur accessibilité, elle réside dans leur intégrité. En refusant d'intervenir, la Norvège fait un choix clair. Elle accepte que la nature ne soit pas rendue inoffensive. Elle accepte que l'expérience conserve une part irréductible de danger. Ce danger n'est pas spectaculaire, il est calme, constant. Il oblige chacun à se situer correctement dans l'espace, à comprendre son poids, son équilibre, sa fragilité. À Preikestolen, comme à Trolltunga, la richesse n'est pas le panorama. C'est la confiance implicite accordée à l'individu, une confiance exigeante. Rien ici ne protège de l'erreur, mais rien non plus n'exploite le risque pour attirer l'attention. La roche reste, l'air circule, le vide attend, et face à cet espace ouvert, une règle tacite devient évidente. Ce pays n'a pas besoin de sécuriser ce qui est déjà clair. En Norvège, la richesse n'est pas de supprimer le danger, mais de refuser de mentir à son sujet. Le paysage s'élargit ici. Les parois cessent de tomber à la verticale. L'eau s'étend plus lente, plus large. Le Hardanger Fjord marque un changement subtil mais décisif. Les vallées s'ouvrent suffisamment pour que la terre puisse retenir quelque chose. Un peu de sol, un peu de chaleur, un peu de prévisibilité. C'est dans cet espace limité que les vergers apparaissent. Des rangées de pommiers suivent les courbes naturelles du terrain. Ils ne coupent pas la pente, ils l'épousent. Au printemps, les fleurs s'ouvrent alors que la neige reste visible plus haut accrochée au sommet. Cette superposition n'est pas poétique par intention. Elle est géographique, le résultat précis de l'altitude de la fonte des glaces et de la température. L'abondance ici est conditionnelle. Les arbres dépendent d'un équilibre étroit. Assez d'eau, mais pas trop. Assez de froid pour ralentir la croissance, mais pas au point de la bloquer. La récolte mûrit lentement, concentrant les sucres dans un été court. Rien n'est laissé au hasard. Mais rien non plus n'est forcé. L'agriculture à Hardanger n'est ni extensive ni spectaculaire. Elle accepte ses limites. Les surfaces restent modestes. La production est précise. La richesse ici ne vient pas de la quantité, elle vient de la répétition maîtrisée d'un cycle fragile. Plus haut l'eau se rassemble à nouveau, les pentes se resserrent. La gravité reprend le contrôle. À Vøringsfossen, les eaux de fonte du plateau de Hardangervidda chutent dans une gorge profonde. Le débit varie selon les saisons, mais le passage reste le même, creusé lentement dans la roche dure. Un pont moderne traverse le canyon. Sa structure est minimale, conçue pour résister au vent, aux embruns, aux vibrations. Il ne cherche pas à dominer la cascade, il permet simplement de l'observer sans l'interrompre. En bas, les vergers continuent leur cycle. En haut, l'eau s'accélère et disparaît dans le vide. Ces deux réalités coexistent sans se corriger. Hardanger révèle une autre facette de la richesse norvégienne, la capacité à exploiter sans épuiser, à produire sans dépasser, à accepter que l'abondance n'existe que dans un cadre strict. Dans ce pays même, la fertilité est soumise à la retenue. La richesse durable n'est pas celle qui grandit vite, mais celle qui sait exactement jusqu'où s'arrêter. La pluie arrive ici sans dramatique. Elle tombe longtemps régulièrement comme une habitude plus qu'un événement. Elle assombrit le bois, adoucit les contours et s'installe. Bergen s'est construite dans cette persistance. Coincée entre la montagne et la mer, la ville n'a jamais eu l'espace pour s'étaler. Son développement s'est orienté vers l'eau non par ambition, mais par nécessité. Les bateaux entraient chargés.
Ils repartaient pleins. Au cœur de ce système se tient Briggen. Une rangée étroite d'entrepôts en bois fait face au port. Les bâtiments se penchent légèrement, conséquence de siècles de tassement sur un sol reconquis sur la mer. Le bois est ancien, remplacé pièce par pièce, jamais effacé dans son ensemble. Les couleurs vives ne sont pas décoratives à l'origine. Elles servaient à identifier les marchandises, les propriétaires, les usages. Le commerce exigeait de la clarté, pas de l'élégance. Sous ces toits, la morue séchée et le harengue transitaient en quantité massive. Le poisson n'était pas un produit local romantisé. C'était une ressource stratégique. Séchée à l'air froid, sans sel ni feu, la morue devenait légère, stable, transportable. Elle nourrissait des populations entières bien au-delà des fjords. Bergen n'était pas riche par accumulation visible, mais par sa capacité à connecter des mondes lointains. Les incendies ont frappé Briggen à plusieurs reprises. Le feu revenait, les bâtiments brûlaient, et chaque fois, ils étaient reconstruits presque à l'identique. Pas pour préserver une image figée, mais pour maintenir une fonction éprouvée. La continuité primait sur l'innovation spectaculaire. Aujourd'hui encore, la pluie s'infiltre entre les planches. L'humidité marque les façades. Le bois travaille. Rien n'est parfaitement restauré. Rien n'est laissé à l'abandon non plus. Cette acceptation de l'usure fait partie du lieu. La richesse de Bergen ne se manifeste pas par un passé poli, mais par un passé utilisé. Les bâtiments ne sont pas mis à distance derrière des vitrines. Ils restent intégrés au flux quotidien. Habités, traversés. Dans ce port, la valeur n'a jamais été conçue pour durer intacte. Elle devait circuler. Bergen rappelle que la richesse la plus efficace n'est pas celle qui se conserve sous verre, mais celle qui accepte de se transformer, de se dégrader, puis de continuer. Ici, le passé n'est pas restauré pour être admiré. Il est maintenu pour être encore utile. Dans les îles Lofoten, les villages se serrent contre le rivage. Les bâtiments rouges se dressent directement au-dessus de l'eau, non par choix esthétique, mais pour rester proches de ce qui compte. L'hiver transforme la côte. Des structures en bois envahissent les berges. Des rangées de poissons fendus pendent à l'air libre, exposés au froid et au vent. La morue sèche ici sans sel, sans feu. Le climat fait le travail. Ce procédé répété depuis des siècles produit le stockfish, léger, stable, transportable sur de longues distances. Cette richesse n'est pas bruyante, elle ne s'accumule pas dans des coffres visibles, elle circule. Les villages comme Rennes et Amnu n'ont jamais été conçus pour grandir. Ils ont été conçus pour durer. Les maisons sont proches, les espaces sont partagés. L'individualisme y est une option coûteuse. Tout dans cette géographie impose la coopération. Le travail est saisonnier. Le temps est contraint. La mer décide. Plus à l'est, à Henningsver, l'espace se resserre encore. Un terrain de football occupe une plateforme rocheuse entourée d'eau sur tous les côtés. Il n'y a ni tribune ni clôture. Le jeu dépend de la lumière du vent, de l'état de la mer. Les bateaux passent à proximité. La frontière entre activité quotidienne et espace partagé disparaît. Ce terrain existe parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où le placer. Il résume une logique profonde. Quand l'espace est rare, la richesse se mesure à la capacité de le partager sans le posséder. Les enfants jouent là où les adultes travaillent. Les filets sèchent à côté des maisons. La vie privée et la vie collective se chevauchent sans être séparées. Dans les Lofoten, la richesse n'a jamais été une affaire individuelle. Elle dépend d'un écosystème humain fragile synchronisé avec la mer.
Lorsque la saison se termine, les structures se vident. Les racks restent. La côte se calme. Rien n'est monumental, mais tout est essentiel. Ici, la valeur ne se crie pas. Elle se transmet par la répétition des gestes et la confiance mutuelle. Dans un monde de frontières, la Norvège a appris que la richesse commence souvent là où la propriété s'arrête. Ici, la montagne ne se contourne pas, elle se négocie. Trollstigen grimpe le flanc rocheux par une série de virages serrés taillés directement dans la pierre. Onze lacets abrupts s'élèvent à travers une paroi presque verticale. Chaque courbe est une concession arrachée au relief, jamais une victoire totale. La route est étroite. Les garde-corps sont minimaux. Les cascades traversent parfois la chaussée, surtout au moment de la fonte des neiges. Rien ici ne donne l'illusion de permanence. Trollstigen n'est ouverte qu'une partie de l'année. Lorsque la glace, le brouillard ou les chutes de pierre deviennent trop imprévisibles, la route ferme. Sans débat, sans dramatique, la montagne décide. Cette infrastructure est riche en ingénierie, en entretien, en précision. Mais elle accepte d'échouer temporairement. Elle existe tant que les conditions le permettent, puis s'efface. Plus à l'ouest, la logique change sans disparaître. L'Atlantic Road relie une série de petites îles directement exposées à l'océan. Il n'y a pas de protection naturelle ici. Seulement de l'eau, du vent et du timing. Les ponts restent bas, volontairement proches de la mer. Ils ne cherchent pas à s'élever au-dessus de la force des vagues. Ils acceptent le contact. Le pont de Storsøysundet se courbe à son point le plus haut, créant l'illusion d'une fin brutale. La structure fléchit légèrement sous les charges. Elle est conçue pour absorber, non pour résister rigidement. Lors des tempêtes, les vagues frappent la chaussée. L'eau passe par-dessus les barrières. La route ferme lorsque c'est nécessaire. Encore une fois, sans spectacle. Cette manière de construire révèle une relation particulière à la richesse. Ici, les infrastructures ne sont pas des déclarations de domination, elles sont des compromis temporaires. On investit massivement, mais sans prétendre à l'invincibilité. On accepte que certaines choses ne puissent pas être garanties en permanence. Dans beaucoup de pays, la richesse se prouve par la continuité à tout prix. En Norvège, elle se mesure aussi à la capacité de suspendre l'usage. Trollstigen et l'Atlantic Road partagent une même leçon. La valeur n'est pas dans le fait de passer coûte que coûte, elle est dans le fait de savoir quand s'arrêter. La montagne reste, l'océan continue. La route existe entre les deux sans jamais prétendre les dominer. Ici, la richesse ne consiste pas à vaincre la nature, mais à reconnaître précisément quand elle a le dernier mot. Ici, la terre cesse presque d'être habitable. La végétation se retire. Le sol se fige. Svalbard se trouve bien au-delà du cercle polaire. Un territoire où le froid, la glace et l'isolement définissent les règles de base. La présence humaine n'est pas acquise. Elle est tolérée. Les bâtiments reposent sur des fondations peu profondes posées au-dessus du pergélisol. Creuser trop profondément ferait fondre le sol gelé, menaçant la stabilité même des structures. Rien n'est permanent ici. Tout dépend des conditions. Les déplacements hors des zones habitées sont strictement encadrés.
non par excès de réglementation, mais parce qu'un danger réel domine le paysage. L'ours polaire. À Svalbard, il n'est pas un symbole. Il est une priorité absolue. Les règles de circulation de sécurité et de comportement humain sont pensées autour de sa présence. Ici, l'homme n'est pas au sommet. Cette inversion change tout. La richesse ne protège pas. L'argent ne négocie pas avec le climat ni avec la faune. La vie quotidienne suit une logique réduite à l'essentiel. Les routes s'arrêtent rapidement, les horaires de vol sont limités, l'approvisionnement dépend de fenêtres météo étroites. Et pourtant, c'est ici qu'un des investissements les plus ambitieux de la Norvège a été réalisé. Creusé profondément dans la montagne, le Svalbard Global Seed Vault conserve des copies de semences provenant du monde entier. Des millions de graines stockées dans le froid naturel sans dépendre de systèmes énergétiques complexes. Ce lieu n'est pas conçu pour être visité. Il reste fermé la majorité du temps. Il n'exhibe rien. Sa richesse est entièrement potentielle. Les graines qu'il abrite ne sont pas destinées à l'usage immédiat. Elles sont conservées pour des scénarios que personne ne souhaite voir se produire. Crise agricole, conflits, effondrement climatique. La Norvège a choisi de placer cet héritage dans un endroit où presque rien ne pousse, un paradoxe absolu. Ici, la richesse n'est pas tournée vers le présent. Elle est orientée vers un futur incertain, abstrait peut-être lointain. À Svalbard, même la mort est réglementée. L'inhumation n'est pas permise. Le sol gelé empêche toute décomposition naturelle. Cette contrainte rappelle une vérité simple. Dans cet environnement, rien n'est symbolique, tout est pratique. Svalbard marque la limite ultime de la philosophie norvégienne, un lieu où la richesse cesse complètement d'être visible pour devenir une responsabilité silencieuse envers des générations qui ne sont pas encore là. Quand la richesse atteint son extrême, elle ne cherche plus à servir ceux qui vivent aujourd'hui, mais ceux qui pourraient avoir besoin de survivre demain. Jusqu'ici, la richesse norvégienne semble maîtrisée, canalisée, disciplinée. Mais cette retenue n'est pas un luxe moral. C'est une nécessité, car l'histoire montre que la richesse, lorsqu'elle devient visible, attire autre chose. La spéculation, la dépendance, la perte de contrôle. La Norvège le sait mieux que beaucoup d'autres pays. Son modèle repose presque entièrement sur une ressource instable. Le pétrole. Sous la mer du Nord, cette richesse continue de circuler. Invisible depuis la surface, extraite loin des regards, transformée en chiffres, puis immédiatement déplacée hors du présent. C'est là que réside le point de rupture. Si cette richesse était consommée aujourd'hui, si elle devenait un outil politique immédiat, si elle était transformée en signe visible de puissance, le système entier commencerait à se déformer. L'économie se rigidifierait. Les inégalités se creuseraient. La confiance lentement s'éroderait. La Norvège n'a pas choisi la discrétion par humilité. Elle l'a choisi par peur. Peur de ce que la richesse fait aux sociétés quand elle devient un spectacle. Peur de perdre ce qui rend la stabilité possible. C'est ici que la tension s'installe, car le paradoxe devient plus dangereux.
Le pays tire encore une part essentielle de ses revenus d'une énergie qu'il cherche à dépasser. Il finance la transition écologique grâce à ce qu'il sait devoir abandonner. Cette contradiction ne disparaît pas. Elle est simplement maintenue sous contrôle. À ce point du voyage, une question devient impossible à éviter. Que se passe-t-il lorsque ce contrôle faiblit, lorsque les conditions changent plus vite que les systèmes? Le réchauffement climatique modifie déjà les cycles. La fonte accélérée des glaces perturbe les équilibres établis. Les certitudes deviennent temporaires. La richesse accumulée pour le futur pourrait être sollicitée plus tôt que prévu. Les réserves conçues pour durer pourraient être mises à l'épreuve. Et dans ce contexte, la philosophie norvégienne révèle sa fragilité. Elle fonctionne tant que la discipline collective tient, tant que la tentation de montrer reste contenue. Mais aucune société n'est immunisée. Le silence autour de la richesse est une protection. Mais c'est aussi une ligne de tension permanente. À ce moment précis, la Norvège n'est plus seulement un exemple. Elle devient un test pour savoir si une nation peut rester riche sans se trahir, si elle peut posséder sans céder, si elle peut continuer à cacher ce qui pourrait facilement la définir. La question n'est plus de savoir comment la Norvège est devenue riche. Mais si elle pourra rester fidèle à cette décision invisible quand le monde autour d'elle exigera des réponses visibles. Mais ce n'est pas encore la fin, car pour comprendre jusqu'où cette logique peut aller, il faut regarder l'endroit où la Norvège a placé son geste le plus radical. Un lieu sans public, sans promesse immédiate. Un lieu construit non pour aujourd'hui, mais pour un avenir qui pourrait ne jamais arriver. Il n'y a pas de foule ici, pas de panneaux, pas de récit héroïque. Au milieu de la roche et de la glace, une ouverture discrète s'enfonce dans la montagne. Elle ne cherche pas l'attention. Elle ne promet rien. Le Svalbard Global Seed Vault n'est pas un monument, c'est une précaution. À l'intérieur, le froid est constant. Pas créé par la technologie, mais par la géographie elle-même. La montagne maintient la température. L'énergie devient secondaire. Des millions de graines reposent ici. Blé, riz, maïs. Des cultures venues de régions qui ne se ressemblent pas stockées dans un lieu où presque rien ne pousse. Chaque dépôt est un double, une copie de sécurité, un plan que l'on espère ne jamais utiliser. Cette richesse n'a aucune valeur immédiate. Elle ne génère aucun profit, elle n'améliore aucun indicateur économique. Elle existe pour un scénario d'échec. La Norvège a choisi d'investir dans quelque chose qui ne rapporte rien aujourd'hui, dans un endroit qui ne peut offrir aucune reconnaissance publique. Aucun prestige, aucune récompense visible. Ce choix révèle l'essence de sa philosophie. Ici, la richesse n'est pas une célébration du présent, elle est une assurance contre l'avenir. Alors que beaucoup de nations utilisent leur prospérité pour affirmer leur puissance, la Norvège l'utilise pour se retirer légèrement du centre, pour laisser de la place, pour ralentir. Le Seed Vault ne porte pas de drapeau géant, il n'est pas gardé par une mise en scène militaire, il est presque silencieux. Et pourtant ce silence contient une ambition immense, préserver la possibilité même de recommencer. Ce geste transforme tout ce que l'on a vu jusque-là, les villes discrètes, les routes qui ferment. Les maisons modestes, les paysages non sécurisés, tout converge vers cette idée simple. La richesse la plus dangereuse est celle qui se croit éternelle.
La Norvège ne prétend pas contrôler l'avenir. Elle reconnaît qu'il peut se briser, et elle prépare en silence une marge de survie. Dans un monde obsédé par la croissance, par l'expansion, par la visibilité, ce choix paraît presque radical. Il ne cherche pas à inspirer par la grandeur, il agit par retrait. Si l'on devait résumer la richesse norvégienne en un seul geste, ce ne serait ni une plateforme pétrolière, ni un bâtiment iconique, ni une prouesse technologique. Ce serait cette décision de stocker l'essentiel dans un lieu où personne n'a envie d'aller. La richesse ici n'est pas un sommet. C'est une profondeur. Elle ne regarde pas vers le ciel, elle s'enfonce dans la terre. Et peut-être est-ce là que réside la différence fondamentale. La Norvège n'a pas cherché à devenir riche pour être admirée. Elle l'est devenue pour ne pas disparaître. Quand une nation accepte de ne pas briller, elle se donne une chance rare, celle de durer. À la fin du voyage, une impression persiste. La Norvège ne cherche pas à convaincre, elle ne propose pas de modèle à copier. Elle montre simplement ce qu'elle a choisi de faire avec ce qu'elle possède. Dans un monde où la richesse est souvent utilisée pour se distinguer, pour accélérer, pour dominer ce pays, a pris une direction plus discrète. Il a choisi de ralentir, de limiter, de cacher ce qui aurait pu devenir un spectacle. Cette décision n'est ni parfaite ni définitive. Elle demande une discipline constante, une confiance fragile, une vigilance collective. La Norvège n'est pas riche parce qu'elle a trouvé une formule magique. Elle est riche parce qu'elle traite l'abondance comme quelque chose de potentiellement dangereux. Elle investit dans des systèmes plutôt que dans des symboles, dans la continuité plutôt que dans l'instant, dans des graines enfouies plutôt que dans des trophées visibles. Ce voyage ne dit pas que ce choix est le bon pour tous. Il pose une question plus simple et plus inconfortable. Que ferions-nous si nous n'avions plus besoin de prouver notre richesse? La montrerions-nous davantage, ou apprendrions-nous, nous aussi, à la rendre invisible? Peut-être que la vraie valeur ne se mesure pas à ce que l'on exhibe, mais à ce que l'on est prêt à protéger sans reconnaissance. Si cette histoire vous a fait voir la Norvège autrement, ou si elle vous pousse à réfléchir à la manière dont nos sociétés traitent l'abondance, partagez votre point de vue. La conversation commence souvent là où le silence s'installe.